laïcité, c'est-à-dire la neutralité de l'État. Euh, le- Moi, je considère que les Anglais qui sont restés parmi nous après la conquête, les Écossais, ceux qui sont venus des États-Unis dans la foulée de la Révolution américaine, les Irlandais qui sont venus chez nous, la communauté juive qui s'est installée très rapidement, ils ont tous contribué au patrimoine historique du Québec. Et c'est grâce à vous que le Canada, aujourd'hui, que 50% des Canadiens aussi voudraient une charte de la laïcité. Citoyens laïcs, ensemble! Citoyens laïcs, ensemble! Citoyens laïcs, ensemble! Allô? Écoutez, vous êtes mou. Je suis seul assis dans mon vaste 3,5 et maudit que je m'ennuie. J'ai rien à foutre sauf quand je gagne ma croûte. À part ça, je bouge pas. Quelle existence! On dirait une potence, mais quand on y repense... Cette marche fut organisée en désespoir de cause par Éric Debroise la journée avant l'élection du 7 avril 2014. Les sondages sont alors catastrophiques pour le PQ. Après que Pierre-Carl Péladeau, le 9 mars passé, a levé son poing devant les caméras en criant « Faire du Québec un pays! » donnant ainsi le plus beau cadeau au Parti libéral, de pouvoir surfer sa campagne sur le dégoût des Québécois envers la méthode référendaire. Ce sera la pire défaite du Parti québécois. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, à 8 mois de la prochaine élection, Joseph Facal, 20 janvier 2018. Avant-hier, mon estimé collègue José Legault mettait les déboires du PQ sur le compte du virage identitaire amorcé sous Pauline Marois en 2007 et accentué par la Charte des valeurs en 2013. José Legault, Cloutier et Lisée ont des visions opposées sur l'orientation de leur parti. Le départ de M. Cloutier est un puissant révélateur d'une division réelle qui mine le parti et divise le mouvement souverainiste. Joseph Facal, où sont les chiffres établissant que la Charte des valeurs causa la défaite du PQ en 2014? José Legault, le problème est la mise de côté de la souveraineté et la défense de la langue française au profit d'un virage identitaire. José Legault nous joue son rôle de gauchiste national civique. Joseph Facal nous joue son rôle de droite nationale identitaire. Joseph Facal, le PQ fut surtout défait par l'habileté du PLQ à faire croire à la population que le PQ préparait un référendum en cachette. Ah, que c'est donc intéressant ça. Joseph Facal va certainement nous exposer cette habileté du PLQ. Mais non, Facal ne va pas plus loin. Pas le moindre exemple pour supporter son affirmation. Je vais donc le faire à sa place, bien sûr. La charte est dévoilée officiellement le 10 septembre 2013, 3 semaines avant les interrogatoires à la commission Charbonneau sur l'affaire des écoutes électroniques concernant la FTQ et qui se poursuivront pendant tout le mois d'octobre. Le PQ organise donc les grandes parades et manifestations pour détourner l'attention
jusqu'à la fin d'octobre. Or, le 2 novembre, un colloque sur la charte est présenté à la Société Saint-Jean-Baptiste par l'organisation Génération nationale. Cette organisation qui se dit identitaire fut créée par Simon-Pierre Savard-Tremblay 9 mois plus tôt, le 18 janvier 2013. C'est-à-dire lorsque le premier ministre français Ayrault rencontrait Marois et PKP pour la création de cette charte. Simon-Pierre Savard-Tremblay, ex-président du Forum jeunesse du Bloc québécois, ex-membre de l'exécutif du Bloc québécois d'Ahensik. 2 mois plus tard, le 14 mars, Péladeau quitte Québécois. Et 1 mois plus tard, Marois le nomme à la tête du conseil d'administration d'Hydro-Québec. C'est le bras droit de Paul Desmarais et chaperon de PKP, Brian Mulroney, qui remplace PKP à la tête de Québécois. Je disais donc que le 2 novembre 2013, un colloque sur la charte est présenté à la Société Saint-Jean-Baptiste par l'organisation Génération nationale. Même si la charte est appuyée par 80% de la nation québécoise, et donc de toutes les tendances politiques, la salle est remplie uniquement de péquistes, d'indépendantistes et identitaires. On remarque sur les micros les logos de TVA et Radio-Canada. La cage à homards est pleine. Le sujet du colloque est strictement sur la charte. Les 2 conférenciers principaux du colloque sont Savard-Tremblay et l'ancien premier ministre péquiste Bernard Landry. Savard-Tremblay répétera le discours officiel de Drainville. Mais ce sera le seul endroit et le seul discours enregistré d'un péquiste qui dénonce à des Québécois l'existence dans la charte d'une clause dérogatoire pour les Juifs et les protestants. Plusieurs mesures pourraient évidemment bonifier la charte. À commencer par la suppression du droit de retrait, qu'on pourrait muter par peut-être, je comprends M. Drainville lorsqu'il affirme qu'il faut du temps d'adaptation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas muter ça en période de transition? Ou, par exemple, un seul droit de retrait ou 2 droits de retrait, mais de ne pas les rendre renouvelables ad vitam aeternam. Comment pourrait-on, par exemple, remédier à la désaffiliation identitaire de Montréal s'ils peuvent se retirer éternellement de la loi? La loi doit s'appliquer à tout le monde. Mais n'est-il donc pas fondamentalement nocif de permettre une exemption permanente? La loi doit s'appliquer à tous et à toutes, sans discrimination. Des clauses dérogatoires imposées par Jean-François Lisée. Et le discours de Bernard Landry? Pas un mot sur la charte. Il va faire une critique contre l'identitaire québécois. Le Québec est multi-ethnique. Chacun le sait. Depuis la naissance de notre nation, nous nous sommes métissés avec les Amérindiens à un degré tel qu'une majorité des Québécois ont des racines amérindiennes. Par la suite, sont venus des Irlandais. Le quart des Québécois, les 6 premiers ministres irlandais. Pourquoi le Québec n'est pas indépendant et que l'Irlande l'est depuis longtemps, ça fait partie du mystère. Mais dire que notre aventure est une aventure ethnique, c'est non seulement du mépris, mais c'est de l'ignorance grasse. Le Québec est multi-ethnique. Puis fera la promotion de la nation civique interculturelle. Le Québec n'est pas une race, c'est une nation, comme les grandes nations modernes d'aujourd'hui. L'action internationale puissante et coordonnée.
aux Nations Unies, à l'OMC, à l'UNESCO et partout. Or, dans le mot international, il y a le mot nation. Et toutes les nations qui peuvent être indépendantes, et c'est absolument clair pour le Québec, ont le devoir de l'être. Se battre pour notre indépendance nationale, ça n'a plus rien à voir tellement avec le nationalisme, c'est un civisme planétaire pour nous faire participer, comme c'est notre devoir de le faire, au concert des nations. On doit être assis aux Nations Unies, sur les bords de l'East River, à New York, où nous sommes attendus. Et passera la moitié de son discours à pleurer le référendum perdu de 1995, puis souhaiter un référendum prochain. Même si deux défaites référendaires ont un effet sur une certaine nostalgie nationale et sont souvent difficiles à expliquer à nos enfants et petits-enfants, mais la véritable explication se fera en une seconde quand le Québec sera indépendant. Et au premier référendum, on passe déjà à 40%. Et au deuxième, on est à 50%, on s'est fait voler, c'est une clarté absolue. Devant les micros de TVA et Radio-Canada. Comment il a dit ça, Joseph Facal? Le PQ fut surtout défait par l'habileté du PLQ à faire croire à la population que le PQ préparait un référendum en cachette. Non, monsieur Facal, pseudo-identitaire, le PQ a fait ça lui-même. Et qu'est-ce que prétend la pseudo-gauchiste José Legault? En 2013, à la tête d'un gouvernement minoritaire, Marois récidive avec sa charte des valeurs pour tenter de rivaliser avec la CAQ. Il s'est créé deux clans au sein du PQ et du mouvement souverainiste. D'un côté, ceux pour qui la préservation de l'identité québécoise repose sur une laïcité à la française, identitaire. De l'autre, ceux pour qui elle repose sur une société pluraliste, de langue française et indépendante. José Legault nous dit « Il s'est créé deux clans ». Non, José Legault. Le PQ a fabriqué deux clans opposés. Et vous et Facal jouez les rôles de ces deux faux clans, représentés dans ce colloque par Savard Tremblay et Bernard Landry. Une division entièrement fabriquée. Car il n'existe pas de laïcité identitaire en France. Il n'existe même pas de laïcité en France. La France n'est pas plus laïque que votre charte à merde. Et c'est exactement ce que je vais démontrer en détail dans cette troisième partie de l'affaire Bissonnette. Allons-y. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la Charte des valeurs de la première ministre Pauline Marois, élue le 4 septembre 2012, servait essentiellement à préparer une diversion, en prévision du passage de la FTQ à la commission Charbonneau, prévue pour septembre 2013. Or, Pauline Marois n'a obtenu qu'un gouvernement minoritaire. Et donc, l'adoption de sa charte dépendrait du vote des autres partis. Et il est certain que le PLQ et Québec solidaire voteraient contre la charte, car leur base électorale repose essentiellement sur les institutions communautaires immigrantes et religieuses. Mais cette impuissance à faire adopter sa charte pendant son mandat est en fait une bénédiction, car alors Marois peut l'utiliser comme instrument de diversion pendant les 4 mois de la commission Charbonneau, pour ensuite déclarer une élection générale anticipée, dont le thème principal sera d'obtenir cette majorité nécessaire pour faire adopter la charte. Et le plus beau dans tout ça
est que 80% des Québécois sont déjà en faveur et demandent une charte de laïcité. Tout semble dans le sac, comme on dit. Mais cette unanimité québécoise se révèle être en même temps un beau problème. Lequel? Le voici. Le Parti québécois doit faire cette campagne pour la charte dès le début de la commission Charbonneau, c'est-à-dire en septembre 2013. Puis cette campagne doit durer tout le mois d'octobre, puis tout le mois de novembre, la moitié du mois de décembre, pour se poursuivre après les fêtes en janvier, pour enfin annoncer en février une élection générale pour avril. Une campagne de 4 mois pour convaincre une majorité de Québécois qui sont déjà convaincus. Bye bye la diversion. Il n'y a pas de diversion si la campagne est gagnée d'avance. Rien pour nourrir les pages des merdias. La charte est parfaite pour une campagne électorale, mais est inutile pour une campagne de diversion. C'est Jean-François Lisée qui propose la solution. Comme je vous l'ai démontré dans la partie 2, Lisée est au service des institutions juives depuis longtemps et a même été complice dans la condamnation et l'exécution politique du patriote Yves Michaud en l'an 2000. Avec son associé juive séfarade Evelyn Abitbol, il a mandat de détruire cette charte de laïcité ou alors d'y introduire au moins des clauses dérogatoires pour les institutions juives. Bien sûr, Bernard Drainville, qui est le responsable de cette charte, n'est pas content de cette intrusion de Lisée. Mais Pauline Marois est obligée d'accepter la proposition de Lisée, car la commission Charbonneau examinera aussi les magouilles des fonds d'intervention économique régionale. Les fameux fonds Fier Succès. Un programme gouvernemental de financement d'entreprises pour mousser et aider la création d'entreprises dans les régions. Le mari de Marois, Claude Blanchet, et ses amis Jerry Tarasovsky et Charles Sirois, le créateur de la CAQ. Bonjour, mon nom est François Legault. Bonjour, mon nom est Charles Sirois. Au cours des dernières heures, nous avons beaucoup entendu parler dans les médias que nous allions, Charles et moi, lancer un nouveau mouvement au Québec. Or, à voir les réactions, il semble y avoir beaucoup de Québécois qui ont envie de parler de nouvelles idées. Or, je vous confirme que lundi, nous allons, avec un groupe de personnes passionnées, lancer la Coalition pour l'avenir du Québec. Obtiennent quelques millions de dollars de ce programme pour la création d'une entreprise dont ils sont partenaires, iPerceptions. Or, ce Jerry Tarasovsky est nul autre que le fondateur de cette loge maçonnique juive B'nai B'rith à Côte-Saint-Luc, qui a accusé faussement et fait condamner le péquiste Yves Michaud en 2000 pour bloquer sa candidature dans Mercier. Marois est à la tête du PQ grâce à son mari, qui était partenaire avec Paul Desmarais dans Campo Construction dans les années 70. Elle fut utilisée pour permettre à Desmarais d'infiltrer le Parti québécois et de le contrôler de l'intérieur. Tout comme Lucien Bouchard, valet de Desmarais, a créé le Bloc québécois dans la même but. Donc, Jean-François Lisée tient Marois par les couilles, si on peut dire. Il exige donc d'introduire des clauses dérogatoires dans la charte pour exclure les organisations juives de la laïcité. Et puisque les Juifs sont alliés des Anglos, faudra ajouter une dérogation pour les organisations anglicanes. Puisque l'Église catholique est elle-même laïque et a simplement suivi le désir des Québécois en se retirant elle-même, la nouvelle charte de Lisée ne vise plus que les musulmans. Le PQ modifie donc sa charte
en mettant l'emphase sur le voile islamique. On y ajoute des clauses dérogatoires strictement réservées aux institutions juives et anglicanes. Une charte discriminatoire. Voilà ce qui sera une excellente campagne de diversion. Mais comment introduire de telles discriminations dans la charte sans provoquer des sentiments d'injustice chez les Québécois, qui alors vont la rejeter? Les Québécois ne sont pas des racistes. Bye bye l'unanimité québécoise de 80%. Ce sont les Québécois et même les péquistes qui seront divisés. Problème. Mais les amis à Kippa de Jean-François ont la solution. Il suffit de présenter une charte à la majorité québécoise et en présenter une autre aux minorités religieuses. 2 versions différentes de la charte. C'est possible? Oui, si on obtient la coopération du plus puissant empire médiatique au Québec, Québécois Média. Ainsi, le PQ organise un groupe religieux immigrants qui fera une campagne chez les groupes immigrants pour leur dévoiler des discriminations dans la charte. Moi, j'ai vu, puis je pose la question à Mme Abitbol, l'hôpital juif de Montréal. J'ai vu il y a 1 mois et demi, j'étais à l'hôpital juif de Montréal avec mon conjoint. Il y avait un médecin d'une 50aine d'années qui portait son signe religieux, une kippa. Est-ce que ce médecin-là, oui ou non, sera congédié? Eh bien non. L'hôpital juif peut prouver qu'il a un caractère... L'hôpital Jean Talon! Ben, il n'a pas un L'hôpital caractère Jean religieux. Talon! Il était à l'hôpital Jean Talon. Bon, est-ce qu'il sera congédié, oui ou non? Oui, après un an. Et le médecin... Tandis que les campagnes de Bernard Dranville, devant les Québécois, ne feront mention d'aucune discrimination. La question du droit de retrait renouvelable. Il y a beaucoup de citoyens québécois qui nous ont dit « on n'aime pas cette idée-là ». On n'aime pas cette idée-là parce qu'elle risque de créer un régime, une laïcité à 2 vitesses. Alors, repensez-y. Et on y a repensé, on s'est engagé à écouter, on a écouté, et donc la clause de retrait renouvelable s'est transformée en clause de transition de 5 ans non renouvelable. Les médias anglophones dénonceront ces discriminations, tandis que Québécois Média n'en dira pas un mot et offrira donc toute sa puissance médiatique au PQ. C'est ainsi que la totalité des minorités immigrantes va passer dans le camp du Parti libéral et que les Québécois se verront accusés de racisme systémique. La zizanie est alors créée et elle va être poussée par les médias des 2 côtés pour la transformer en une véritable guerre. Autant le PLQ que le PQ profitent de ce plan, car les 2 partis veulent une diversion de la commission Charbonneau, car sont impliqués conjointement dans cette corruption. Ces 2 partis vont mousser la division et la haine en s'accusant mutuellement et en entretenant la confusion chez les Québécois quant à la vraie nature de cette charte. Comment est-il possible que Pierre-Carl Péladeau, se disant pourtant patriote québécois, ait accepté de prêter son empire médiatique au service d'un tel projet diabolique? C'est-à-dire la neutralité de l'État. Faisons donc un court portrait de Pierre-Carl. L'empire médiatique dont il a hérité, à la mort de son père en 1997, est entièrement sous la botte du CRTC fédéral. Il a le pouvoir de lui refuser sa demande de licence de diffusion. Et si Québécois Média veut étendre son réseau, à l'extérieur du Québec par exemple, il doit donc être très gentil avec le gouvernement fédéral.
Pas étonnant alors que Pierre Karl est indépendantiste. Indépendantiste pour des raisons d'affaires, bien sûr. Si le Québec devient indépendant, plus besoin de licence du CRTC. Et Québécois devient monopole d'un pays socialiste. Et oui, socialiste. Pierre Karl Péladeau a fait ses études en France pendant mai 68. Il a été endoctriné à la sauce mondialiste, tout comme le reste de la classe politique. Il est né Pierre Karl avec un C. Il va changer ce C pour un K, en l'honneur de Karl Marx. Par contre, Québécois Média a aussi besoin de contenu d'Hollywood pour les rediffusions traduites pour ses chaînes francophones sur sa filiale Vidéotron. Québécois ne peut pas produire tout le contenu que les Québécois demandent. Il doit donc acheter des droits de diffusion des produits peu coûteux de la grosse machine américaine. Autrement, les Québécois s'abonneront aux autres diffuseurs. Or, ce sont les Juifs qui sont en contrôle de la distribution du divertissement américain. PKP doit donc avoir de bons rapports avec les Juifs d'Hollywood. Les institutions juives veulent donc s'assurer qu'elles conserveront leur dérogation à la charte, advenant une élection majoritaire du PQ. C'est là qu'Evelyn Abitbol et Yakov Debroise sont introduits comme chaperons de surveillance de la charte et qui en deviendront les gestionnaires si jamais elle est adoptée. Une charte de laïcité sous contrôle juif? Pourquoi pas? L'immigration n'est-elle pas sous contrôle de la juive Kathleen Well? Dans l'épisode 2, on a vu les liens étroits entre Brian Mulroney et Lucien Bouchard, qui, sous les ordres du B'nai B'rith, a piétiné la démocratie québécoise avec l'affaire Michaud. Eh bien, c'est Brian Mulroney qui, depuis 1970, était l'avocat du père de Pierre Karl. À la mort du père, en 1997, c'est Mulroney, un fédéraliste endurci et futur premier ministre du Canada, qui s'occupe de la succession de l'Empire québécois média. Brian Mulroney prendra contrôle de Québécois en 1997 pour le remettre à Pierre Karl en 1998. Mulroney sera son conseiller sur tout et en contrôle de Québécois à la tête du conseil d'administration. PKP a donc comme chaperon un des hommes forts de Paul Desmarais, qui est aussi allié de Jean-François Lisée, qui place la juive Abitbol en charge de la campagne de la charte discriminatoire destinée aux immigrants, et place le juif Éric Yakov Debroise en charge de rassembler les groupes humanistes et le mouvement laïque québécois autour des vedettes de Québécois. Écoutez bien. Vidéo. Une loi pour la laïcité. 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 Pour la laïcité. Jeannette Bertrand, mesdames et messieurs. Merci Jeannette. Merci aux Jeannette. Aux Jeannot. Jeannot, avec les Jeannettes pour la laïcité. Rassemblement pour la laïcité d'être présent en aussi grand nombre. Aujourd'hui, les organisateurs de ce rassemblement désirent saluer aussi tous les signataires de la pétition qu'il a initiée. Et merci également à Éric Debroise et André Delcambre qui ont lancé l'idée de cette marche. Mes chers amis, nous pouvons enfin débuter notre voyage au cœur de ce réseau de radicalisation au service de la diversion
et des institutions religieuses au Québec. Le juif Éric Yaakov de Broise, grand défenseur de l'État religieux d'Israël, quitte la France en 2008 pour venir étudier au Québec. Il a maintenant une maîtrise en sciences de l'information, la propagande, et est candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Il publie régulièrement dans le Huffington Post et le Times of Israel. De Broise débute en fondant l'organisme Vigilance laïque Canada, calqué sur le modèle de Vigilance laïque de France, et obtient aussi la collaboration des deux vedettes de la propagande anti-islam en France, Caroline Fouret et Jamila Benhabib. Mais pour la première manifestation de vigilance laïque, De Broise fait l'erreur d'inviter le groupe d'extrême droite Pejida. Apprenant ça, Fouret et Benhabib, qui sont proches de la gauche, refusent de participer et font même retirer leur nom de la liste des supporters de vigilance laïque. Pejida aussi sent une arnaque et annonce son retrait de la manif. Hey, on ne pourra plus donner des cours de Sciences Po si on détruit l'arnaque gauche-droite, voyons. Cette petite erreur de Broise est vite réparée par Evelyne Abitbol, qui présente aux novices de Broise la passerelle par laquelle on coordonne discrètement la gauche et la droite. C'est la Fondation humaniste du Québec pour la droite et l'Association humaniste du Québec pour la gauche. Ce sont deux branches de la American Humanist Association, créées dans les années 40 pour faire des mariages non religieux. Une église sans Dieu, avec des prêtres qui enseignent une morale et une idéologie sans Dieu. Mais depuis les années 70, cette organisation est sous contrôle de l'American Israel Public Affairs Committee, l'AIPAC, c'est-à-dire l'organisation qui coordonne les liens étroits entre les institutions juives et l'État américain. Et donc, le contraire de la laïcité. La Fondation et l'Association humaniste du Québec sont donc de fausses organisations laïques. La juive Evelyne Abitbol est très active depuis longtemps au sein de ces deux institutions frauduleuses, dont on a vu que Bissonnette avait des liens sur sa page Facebook. Faisons donc un court portrait de la juive marocaine Evelyne Abitbol et de cette section du réseau dont elle a contrôle. Deux facteurs vont faire fuir la famille Abitbol au Canada en 1963. Premier facteur, l'indépendance du Maroc, qui était sous le protectorat de la France. Deuxième facteur, la création d'Israël en 1948. Les Juifs installés dans des pays qui sont sous domination d'un colonisateur se mettent toujours du côté du colonisateur. Donc, au cours des combats pour l'indépendance des Marocains, les organisations juives deviennent des cibles et beaucoup de Juifs seront tués. Dès la création d'Israël par le premier groupe terroriste au monde, l'Irgun, dont le chef devient premier ministre, ce groupe organise des actes terroristes dans les pays du Moyen-Orient pour faire fuir les Juifs vers Israël, afin d'en faire augmenter la trop petite population. Ces actes terroristes sont faits contre les Juifs marocains, en laissant des indices pour laisser croire que les responsables sont les indépendantistes du pays. Comme en Allemagne nazie, beaucoup de Juifs seront tués par les opérations des organisations juives pour les obliger à fuir en Israël.
la moitié des Juifs ne veulent pas aller en Israël. La famille Abitbol réussit à fuir au Canada. Étant une famille juive pauvre, Ottawa les installe bien sûr au Québec, dans un des quartiers les plus pauvres de Montréal. Les autres provinces ne veulent pas de Juifs. Les parents pauvres d'Evelyn l'envoient étudier à l'école secondaire Baron Byng High School, qui fut financée par le riche Écossais Baron Byng et dirigée par la Commission scolaire protestante de Montréal. Mais écoutons Evelyn Abitbol nous raconter ça elle-même. Vidéo. Alors, je suis rentrée à l'école secondaire Baron Byng en septembre 1964 et j'ai été diplômée en 1969. Ah, c'était un quartier assez intéressant, mais tous les étudiants, tous les élèves, pardon, parce que c'est une école secondaire, tous les élèves qui venaient à Baron Byng venaient de différents quartiers de la ville. Ils n'habitaient pas le quartier autour de Baron Byng. C'était un quartier qui était principalement portugais, grec, plutôt anglophone, je crois. Et nous venions de tous les quartiers de la ville. Il y avait des gens qui venaient du boulevard Saint-Michel, qui venaient de Pineuf, comme il y en avait de Côte-des-Neiges, aussi bien que de La Salle, etc. Et nous étions donc cosmopolites. Alors, je dois vous dire que vous êtes au courant qu'il y avait la confessionnalisation des écoles autrefois et que dans les écoles catholiques de Montréal, la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, nous n'étions pas acceptés, nous qui étions d'autres religions, que ce soit juives, orthodoxes, protestants ou athées carrément. Alors, nous n'étions pas acceptés dans les écoles catholiques de Montréal et la commission des écoles protestantes, qui avait déjà un passé d'accueillir des immigrants, alors un passé d'accueillir des immigrants anglophones, a décidé à un moment donné d'ouvrir une section française. C'est faux. Et ce n'est pas par ignorance qu'Abitbol ment. Et écoutez comme elle insiste en répétant sa diffamation 2 fois. Et que dans les écoles catholiques de Montréal, la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, nous n'étions pas acceptés. Alors, nous n'étions pas acceptés dans les écoles catholiques de Montréal. Pas acceptés? Mais pour être accepté, faut demander. Depuis quand les Juifs demandent d'envoyer leurs enfants dans une école catholique? Cette diffamation insistante dévoile la haine profonde contre l'Église catholique que les Juifs enseignent à leurs enfants systématiquement. Et ce n'est pas tout. Dans sa diffamation, Evelyn Abitbol défend ceux qui les ont vraiment rejetés, c'est-à-dire les protestants. Et la commission des écoles protestantes, qui avait déjà un passé d'accueillir des immigrants. Voyons ensemble la vraie histoire. La section 93 de la Constitution canadienne de 1867 donne un droit exclusif de conservation patrimoniale à toutes les institutions à dénomination religieuse. C'est quoi une dénomination? C'est une institution qui porte le nom d'une confession religieuse précise. Par exemple, catholique, anglican, baptiste, mormon, luthérienne, orthodoxe. Il n'y a donc pas plus de Juifs dans ces écoles à dénomination protestante. Mais Abitbol veut faire croire aux Québécois que c'est seulement les institutions catholiques. Elle ne dit pas ces mensonges à ses amis anglicans, bien sûr. Protestant n'est pas une dénomination. Chrétien non plus. Ce sont des courants religieux. Le riche Écossais Baron Byng décide de financer la construction d'une école pour les quartiers pauvres de Montréal, une école sans dénomination, pas même protestante. Pourquoi? Parce que les écoles protestantes non dénominées sont envahies par les Juifs pauvres,
qui ne payent pas les frais et qui exigent des accommodements pour leurs fêtes et des exemptions d'enseignement protestant. L'école Baron Byng est donc pour les pauvres Juifs qui formeront jusqu'à la fin des années 50 80% des élèves de cette école. Pour protéger les écoles protestantes non dénominées. Et ce n'est pas tout, mes chers Québécois. Cette diffamation d'Evelyn Abitbol, qui est aussi colportée par l'ensemble des Juifs au Québec, est rendue encore plus ignoble par son silence sur une autre institution religieuse qui refusait aussi ces Juifs pauvres de Montréal. Les écoles juives de Montréal. Oui, mes amis, il y avait des écoles juives, très bien financées par les très riches Juifs de Côte-Saint-Luc, qui sont toujours là aujourd'hui. Non seulement ces écoles juives refusaient ces Juifs pauvres pour éviter une baisse de qualité de leurs écoles, mais faisaient aussi campagne contre le désir de ces Juifs pauvres pour la création d'une commission scolaire juive pour partager les coûts entre tous les Juifs au Québec. Eh bien, mes amis québécois, c'est l'Église catholique qui va faire pression à Ottawa pour faire accepter une solution à la création de cette commission scolaire juive. Ce sont ces diffamateurs que le PQ choisit pour organiser ces fausses campagnes de laïcité. Le Parti québécois, en 1997, fait abolir le droit patrimonial de l'Église catholique dans la Constitution canadienne, pour le grand plaisir de ces organisations juives. Aujourd'hui même, en 2018, les riches Juifs de l'Ontario, qui ont aussi fait campagne pour faire abolir ce droit constitutionnel catholique dans cette province, décident maintenant de fermer les écoles juives qu'ils entretenaient depuis des années, car ils prévoyaient que la gauchiste Kathleen Wynne imiterait Pauline Marois. Malheureusement pour eux, les catholiques irlandais ontariens ont été très convaincants pour que la Kathleen Wynne y pense à 2 fois. J'ai hâte que les Québécois retrouvent aussi du courage pour adopter une franche laïcité au Québec et qu'on cesse de financer les écoles et les hôpitaux religieux de ces diffamateurs haineux dépourvus de morale. Vidéo. Alors, un passé d'accueillir des immigrants anglophones a décidé à un moment donné d'ouvrir une section française. La diffamation se poursuit. Abitbol entre à l'école en 1964. La déconfessionnalisation des écoles est faite. Le ministère de l'Éducation du Québec est une réalité. Et grâce à l'Église catholique, la commission scolaire juive est aussi une réalité. Et donc, l'école Baron Byng ne sert plus à sauver les écoles protestantes de l'arrivée des Juifs. Les Juifs pauvres ont leurs écoles. Mais alors pourquoi est-elle envoyée à Baron Byng? Parce qu'elle est une Juive séfarade francophone. Elle fait partie des premiers immigrants juifs francophones, car comme on l'a vu tantôt, c'est la décolonisation française au Maroc. Les écoles juives au Québec sont toutes anglophones. Et les Juifs ne veulent pas financer des classes juives francophones. Les riches Juifs les dirigent à Baron Byng, qui est devenue essentiellement une école publique comme les autres, mais installée non pas dans un quartier ethnique, mais dans un milieu des quartiers ethniques les plus pauvres.
C'est pourquoi elle est cosmopolite et qu'il y a des classes francophones pour les Québécois pauvres de ces quartiers. Les Juifs anglo-ashkénazes ont toujours considéré les Juifs séfarades francophones comme des inférieurs et des indésirables. Mais l'endoctrinement des enfants juifs, même séfarades, dans la haine de l'autre, est si profond qu'ils inventent des diffamations contre ceux qui les accueillent, afin de leur faire porter le blâme pour les saloperies des chefs de leur secte mafieuse et sataniste. Ces ordures n'ont pas de morale. C'est-à-dire la neutralité de l'État. Mais je vous entends déjà. Ah, tu exagères, gars, George. Abitbol ne fait que répéter l'histoire de son école, à la lumière de sa communauté, tout comme tu nous as présenté la version de l'Église catholique, sous l'œil des historiens québécois. Elle a été endoctrinée, comme tu dis. Elle croit la version de sa communauté. C'est pas un mensonge. Elle a été trompée. Eh ben non. L'histoire de l'école Baron Byng que je vous ai partagée ici, je l'ai prise en un seul endroit. Celui-ci. Le Museum of Jewish Montreal. Sa communauté. C'est un site web créé par un Juif de Toronto de 26 ans, Zev Moses. Financé par le gouvernement du Canada, bien sûr. Le site est bilingue, mais pas pour toutes les pages. La page sur l'école Baron Byng est seulement en anglais, bien sûr. C'est la règle du Talmud. Le Juif ne doit pas mentir aux Juifs, mais peut mentir aux non-Juifs. Abitbol la connaît très bien, l'histoire véritable de son école. Et donc, au sein du Parti québécois et des institutions humanistes, Evelyn Abitbol, au service de sa secte mafieuse, travaille contre la laïcité et a diffamé le patrimoine catholique québécois pour le remplacer par un patrimoine juif qui prendra contrôle de l'État du Québec avec les islamistes complices. Evelyn Abitbol est très active au sein des groupes humanistes. Voici deux de ses activités les plus importantes depuis que le Parti libéral a pris le pouvoir en 2003. Oui, dans le dos des Québécois, le Parti québécois et le Parti libéral sont des partenaires. La campagne contre la petite prière du maire Tremblay au Saguenay, ce sont ces groupes humanistes et la Juive Abitbol qui l'ont organisée. On a fait croire aux Québécois que c'était une plainte de l'individu Alain Simoneau, qui venait de découvrir cette prière dans la ville. Alain Simoneau a 65 ans. Il ne vient pas de découvrir une prière au Saguenay. Il est un membre de la secte humaniste depuis longtemps. Il était déjà au mouvement laïque québécois, qui existe depuis les années 80, et dont le directeur était Daniel Baril. Et cette attaque contre cette prière coïncide avec la création de la Fondation humaniste du Québec et de l'Association humaniste du Québec, deux branches de l'American Humanist Association. Daniel Baril, en 2004, juste après l'élection des libéraux de Charest, quitte le mouvement laïque pour diriger la Fondation humaniste, qui est, comme je vous l'ai dit, une branche de la secte américaine, sous contrôle juif. Le mouvement laïque québécois va maintenant servir de loge pour les femmes ou féministes.
exactement comme les loges pour les femmes au Grand Orient de France, c'est-à-dire la secte de Jemila Ben Habib, dont je vais vous parler plus tard dans les prochaines parties. Exactement comme les balcons pour les femmes dans les mosquées et les synagogues. Eh oui, les femmes sont séparées des hommes dans les synagogues. Mais on vous parle seulement des femmes séparées dans les mosquées, hein? Pourquoi? Pour faire lever l'islamophobie. Polarisation. Alors, mes amis, cessez de tomber dans le piège. Pourquoi, depuis 1980, le mouvement laïque québécois a attendu jusqu'en 2004 pour faire cette guerre contre la prière au Saguenay? Parce qu'une poursuite, ça coûte cher. La communauté de Saguenay va défendre son patrimoine. Et elle l'a fait en collectant plus de 150 000 $ pour le maire Tremblay. Les campagnes du mouvement laïque québécois étaient inefficaces car les Québécois ne voulaient pas financer un mouvement contre leur patrimoine. Le mouvement laïque québécois n'avait donc pas les moyens. C'est pourquoi ils se vendent alors à la secte juive américaine des humanistes, qui va leur fournir le financement s'ils se montrent obéissants. Et puisque ce sont des francophones, c'est la juive séfarade Abitbol qui devient leur chaperon. Abitbol est déjà proche de ces réseaux humanistes par la branche canadienne-anglaise en Ontario. Pour organiser et financer les procès, la secte humaniste américaine a créé des Center for Inquiry, qui veut dire littéralement centre d'inquisition. La maison-mère aux États-Unis ne voyait pas d'un bon œil la création d'un centre d'inquisition pour les centres humanistes au Québec. Faut surtout pas diviser le Canada multiculturel, n'est-ce pas? La campagne contre la prière au Saguenay sera donc financée par le Center for Inquiry de la branche fédérale, Humanist Canada. Ce Center for Inquiry fédéral est sous la direction du neveu de Lorne Trotter. Lorne Trotter est le développeur de la fameuse carte graphique Millennium, qui fut très populaire pour sa grande qualité dans les années 80-90. Ce qui a fait de Trotter un homme très riche, mais il est surtout devenu très très riche grâce à un contrat tenu secret avec l'armée américaine. Impossible de savoir la nature de ce contrat. Or, Lorne Trotter a fait ses études secondaires au Baron Binns High School, en même temps qu'Evelyn Abitbol. Trotter est un nom écossais qui est d'origine française. Le trottier était celui qui livrait les messages à cheval. Dans les albums de classe de Baron Byng, son nom est bien Trotter. Mais sa fondation de charité au Québec, qu'il utilise pour financer des causes, se nomme Famille Trottier. Lorne Trotter a donné 100 000 $ pour l'Inquisition contre la prière au Saguenay. Il donne annuellement le même montant à l'hôpital juif de Montréal et à l'hôpital public anglican de Montréal. 2 hôpitaux publics religieux dans lesquels on fait des prières avec des rabbins et on y porte des vêtements religieux. Trotter finance des hôpitaux publics juifs et anglicans à Montréal, mais finance des campagnes contre une petite prière le matin au conseil municipal de Saguenay. Hey, on va-tu se laisser niaiser comme ça longtemps encore? La deuxième campagne d'importance de la secte humaniste au Québec, de la juive Abitbol,
est celle pour libérer de prison un blogueur libéral en Arabie saoudite. Oui, le blogueur libéral Raif Badawi se retrouve en prison pour avoir proposé à des internautes de Free Saudi Liberals, le parti libéral saoudien, un forum pour débattre des idées et des réformes susceptibles de faire changer le système saoudien actuel. En Arabie saoudite. Hey, en France, les organisations juives d'Abitbol font des procès à tous les mois contre des citoyens français qui critiquent les liens étroits entre cette secte et le gouvernement français. Il y a des Français emprisonnés pour les mêmes raisons que ce Raif Badawi en Arabie saoudite. Mais on fait ici, au Québec, des campagnes pour un Saoudien libéral. Depuis quand on est devenu plus saoudien que français? Et regardez, le PQ fait alliance avec le Parti libéral dans cette campagne pour un Saoudien libéral. La péquiste Agnès Maltais et la libérale Christine Saint-Pierre, militantes pour les organisations juives et leurs sectes humanistes. Agnès Maltais à 4 pattes pour un Saoudien. On l'a jamais vu à 4 pattes pour un Québécois. Et ils font même ces campagnes dans nos écoles pour endoctriner nos jeunes pendant qu'on est au travail. Vous ne voyez pas Evelyne Abitbol ici. C'est pourtant elle qui dirige cette campagne au Québec. Vous ne verrez jamais sa face dans les manifestations, et non plus dans les conférences de ces institutions. Elle et Yaakov de Broise restent toujours dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les deux partis. Si les Québécois voient leur face dans toutes ces campagnes, les Québécois vont comprendre que ce ne sont pas les partis qui organisent tout ça. Et ils voudront savoir qui ils sont. Ils jouent à faire croire qu'ils combattent les islamistes, pendant qu'ils font entrer au Québec 60 000 islamistes par année. Elles ne se montrent que pour faire semblant d'être au PQ et faire semblant d'être contre les libéraux. Souvenez? Voyons maintenant la liste des partenaires d'Evelyne Abitbol dans ses campagnes. La American Islamic Forum for Democracy. Zuhdi Jasser fait la promotion de la séparation de l'islam et de l'État, mais pas pour les autres églises et non plus pour l'État d'Israël. Avaz, le service des pétitions et d'activisme, créé par l'extrême gauche syndicale Antifa. À la direction d'Avaz, on retrouve Rickon Patel, juif, Eli Pariser, juif, Tom Perriello, du National Council of the Churches of Christ in the USA, pro-Israël. Jeremy Joshua Hymans, juif, cofondateur de Avaz avec son copain David Madden, qui travaille pour la Banque mondiale et l'ONU. Bien sûr, le Center for Inquiry, de la branche américaine, bien sûr, Michael Dedora, qui a dû démissionner récemment de l'organisation car a défendu la Bible dans un cours de bio. C'est un enseignant. Il milite maintenant dans une organisation de défense des journalistes. Hillel Neuer, une maîtrise en Sciences Po de l'Université de Concordia, de McGill et de l'Université de Jérusalem. Eh bien, un grand défenseur de l'État juif d'Israël. Il est actif au sein de l'Institut canadien de recherche sur le judaïsme.
une organisation de défense d'Israël. Des laïcs. Oui, oui, des laïcs. Muslims for Progressive Values in America, dirigé par la chanteuse malaisienne Annie Zonneveld, qui milite pour un islam progressif, pro-LGBT et laïque. Mais elle est en faveur de l'État religieux d'Israël. Eh bien, quelle coïncidence! Daniel Baril, bien sûr, journaliste et anthropologue, conseil d'administration de l'Association humaniste du Québec, on le sait. Et bien sûr, le juif George Soros, par le biais d'Amnesty International. Et voilà. Voilà donc le portrait de la péquiste Evelyne Abitbol, la protégée de Jean-François Lisée, qui est en charge de cette partie du réseau qui a radicalisé Bissonnette. Dans la prochaine partie, nous allons visiter la section progressiste, pseudo-gauchiste de ce réseau, qui est rattaché à plusieurs blogueurs de Québécois Média, et dont Éric Yakov Debroise était en charge. Nous verrons les techniques de production de propagande par le mensonge et l'inversion des faits utilisées par Yakov Debroise pour endoctriner et radicaliser les blogueurs de Québécois et les étudiants de l'Université Laval, dont Alexandre Bissonnette. Nous verrons ensuite la création du réseau de la fausse droite qui sert essentiellement d'épouvantail sur lesquels les merdias peuvent s'attaquer comme des corbeaux pour faire croire aux épis de blé d'Inde dans le champ qu'ils ne seront pas mangés. Et enfin, pour terminer, un gros merci à l'excellent Bypass pour les extraits de ces 2 chansons originales. Quelle existence! Et j'essaie de me valoriser. S'il y a d'autres artistes québécois qui souhaitent me fournir des bouts de musique ou de chansons originales pour rehausser mes vidéos, en échange de promotion de leur talent, bien sûr, gênez-vous pas pour me contacter sur Facebook et Mind. Sur ce, à la prochaine, mes amis. Je suis relevé par moi-même, Gaston, je sais que c'est pas mon problème. Un numéro d'assurance sociale et un autre d'assurance chômage. Un numéro d'assurance maladie, parlez-moi de suivi. J'essaie de me trouver de quoi faire. Je regarde les occasions d'affaires. J'ai pas eu une maudite valeur